Dans votre journal, nous sommes lundi 21 septembre à la une de l'actualité qui a publié la photo du policier devant son scooter rempli de billets de banque. Convoqué, l'un des administrateurs de la page Luttons contre l'indiscipline des Sénégalais dément avoir posté la photo. DJ Malik incrimine un de ses collaborateurs basé aux États-Unis. Le projet de construction d'un second quai de pêche à Mbour est toujours en cours, mais les acteurs sont toujours divisés sur la question des divergences qui s'accentuent au quotidien. Également au sommaire, le TER sous tension dès le 12 octobre prochain. Un premier test déterminant dans la livraison du train express régional. Le ministre des Transports, Oumar Youm, se projette en février 2021. Au Mali, l'ex-ministre de la Défense Ban Dao a été désigné président de la transition. La cérémonie de prestation de serment est prévue vendredi prochain. Et enfin, les sports comme tous les lundis avec Pape Malick Diaw, ce sera dans quelques instants. D'abord, le Mali voisin, un président de transition a finalement été nommé ce lundi, Ban Dao, pour une durée de 18 mois. Et nous allons tout de suite regarder la déclaration du colonel Diaw de la junte militaire, déclaration faite aujourd'hui à la télévision nationale malienne. À l'issue de cette assise de ce lundi 21 septembre 2020, le collège a désigné des personnalités ci-après en qualité de président et vice-président de la transition pour assurer la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Président de la transition au Mali, M. Ban Dao. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta. La cérémonie de prestation de serment aura lieu le vendredi 25 septembre 2020. Tous unis pour la patrie, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Amin. Le nouveau président de transition, Ban Dao, va donc prêter serment vendredi prochain. C'est lui l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants sous le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, le président déchu. Bonsoir Hassan Gueye. Bonsoir Adam. Alors, même si son nom circulait, sa nomination est quand même une surprise. Oui Adam, on peut dire d'emblée que le CNSP, le Comité national de salut du peuple, est resté droit dans ses bottes. La junte voulait d'un militaire, elle l'a eu, quand bien même Ban Dao, le nouveau président de la transition, est un colonel-major à la retraite de l'armée de l'air, à cheval donc entre le militaire et le civil. Il a 70 ans et aurait des affinités avec la Russie selon les informations que nous avons obtenues. Ancien ministre de la Défense d'Ibeka, ancien aide de camp de Moussa Traoré, qui vient donc de décéder. Avec lui, on peut dire donc que le CNSP a fait, on ne peut pas dire que le CNSP ait fait énormément de concessions, bien vrai qu'il a été nommé par un collège de 17 électeurs chapeautés toujours par les mêmes militaires qui avaient évincé le 18 août dernier Ibeka. Et selon les observateurs et les premiers commentaires, le nouvel homme fort, entre guillemets, de Bamako jouit d'une bonne réputation. Il a eu de la retenue et il est doté d'une intégrité morale, n'a pas non plus été cité dans des affaires louches, ni même dans de la corruption, qui est un cancer généralisé dans cet immense État voisin. Donc beaucoup en parlent du reste comme d'un rassembleur à la tête d'un État fracturé et démembré qui ne ressemble plus à grand-chose et qui reste l'un des États les plus désespérants au monde. Mais Hassan, il y a quand même un doute sur cette transition. Ban Dao va-t-il diriger librement face à la junte militaire, mais aussi face au nouveau vice-président Assimi Goïta? Oui, Adam, c'est une très bonne question. Le président, par intérim, on l'a rappelé en fait, un peu plus haut, a été désigné par un collège lui-même adoubé par la junte. Personne n'est dupe en ce moment. Il n'y a qu'à voir qui occupe la vice-présidence. C'est le chef de la
junte Assimi Goïta qui risque donc de tirer immédiatement les ficelles en étant le vrai chef. D'ailleurs, le CNSP ne s'en cache pas, il est conçu pour être un organe au-dessus de tous les pouvoirs. Ce qui se passe donc à quelque chose d'infiniment cosmétique à Bamako, au Mali, donc les derniers risquent d'être les premiers en attendant la prestation de serment, vous l'avez rappelé vendredi, et la désignation d'un nouveau Premier ministre, mais aussi en scrutant la réaction de la CEDEAO qui avait conditionné la levée de l'embargo à la mise en place d'une transition en bonne et due forme. La fumée blanche de cette journée de lundi risque donc bien de devenir un écran de fumée adamant à la longue. Et on peut donc s'attendre à la levée de toutes ces restrictions, Hassan. Merci. Merci beaucoup. Et pour clore ce chapitre sur le Mali, selon nos dernières informations, Cheikh Tidiane Gadio a été nommé envoyé spécial de la francophonie au Mali. Retour au Sénégal. Une image, 1000 mots. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Un policier à côté de son scooter rempli de billets de banque. Mise en cause dans la publication de cette photo, l'administrateur de la page. Luttons contre l'indiscipline des Sénégalais, s'en lave les mains. DJ Malik soutient que l'image en question a été peut-être partagée par l'un des administrateurs basés aux États-Unis, Abdourahmane Mafalfal. Après plusieurs heures dans les locaux des forces de défense contre la cybercriminalité, l'administrateur de la page Luttons contre l'indiscipline au Sénégal se livre. Sa convocation est consécutive à la publication d'une photographie montrant un policier avec des billets de banque sous le siège d'un scooter. DJ Malik s'en lave les mains. Personnellement, je n'ai pas posté l'image, ni les admins qui sont... Bon, il y a un admin qui est là, mais toute cette semaine, on était occupés à faire des dons. Donc, c'est la raison pour laquelle je les ai fait savoir que je n'ai pas fait la publication personnellement, ni l'admin qui est ici avec moi au Sénégal. Donc, si je ne me trompe pas, il y a un admin qui est aux États-Unis. Peut-être que c'est lui qui a publié, mais je ne peux pas encore affirmer parce que je ne l'ai pas encore eu au téléphone. Souvent, on reçoit des images sur la page, mais souvent aussi, les admins ils connaissent des amis qui leur envoient des choses par WhatsApp. Donc, je ne sais pas s'il a reçu par WhatsApp ou sur la page, mais nous allons encore vérifier. Si l'image est venue sur la page directement, on pourra leur dire c'est quoi la source d'un témoin. Les administrateurs de cette page sont au nombre de 4. Des administrateurs qui ne doivent pourtant publier aucune information avant qu'elle ne soit passée au crible. Bon, souvent on a un groupe où on met des images de ce genre avant de les poster. On discute à propos de la loi, si la loi interdit de poster ces images, est-ce qu'on ne va pas faire de la diffamation et tout ça. Donc on discute souvent de ces choses sensibles. Mais cette fois-ci, moi je n'ai pas été informé. J'ai vu l'image sur la page et puis voilà. Donc je n'ai pas été confirmé. Comme j'ai dit, j'étais occupé sur des actions sociales toute la semaine. Donc, Des responsables de la fameuse page qui vont connaître leur sort après lecture du procès verbal par le lieutenant. Pour l'instant, je suis en train d'attendre que le lieutenant voit le PV et puis on va voir avec nos avocats ce qui va se passer après. D'ici là, des collectifs dont celui pour la justice et contre les violences policières sont à leur côté pour leur témoigner un soutien indéfectible. Parlant toujours de justice, Abdourahmane, le gouvernement du Sénégal devrait porter plainte contre la justice française. Les mots de Pape Massata Diack. Lors du procès à Paris, la justice française a accusé l'ancien président de l'I2AF, Lamine Diack, d'avoir financé la campagne de Macky Sall en 2012. Une grosse insulte aux yeux du fils Pape Massata Diack qui était en conférence de presse cet après-midi. Dans quelques instants, le compte-rendu de Boubacar Dieng. C'est l'entité de cette édition. Toujours pas d'accord à Hambourg concernant un second quai de pêche. Une grande partie des pêcheurs est contre sa construction. D'un autre côté, il y a les responsables de l'actuel quai qui disent que le projet avance à grands pas. La correspondance de Muntaga Khan. L'État n'a pas laissé tomber le projet d'érection d'un second quai de pêche à Mbou. Le problème là, on n'en parle plus. Parce que tout le monde est au courant de ce projet. Par rapport aux émeutes et tout, malgré les réunions qui étaient tenues à l'avance, mais après les émeutes, tout le monde a eu l'information. Même ceux qui ne sont pas mbourois ont eu l'information que c'est un quai amélioré. On a choisi Mour et Joal. Et puis c'est un projet de développement pour quand même valoriser quand même
les produits qui vont vers l'extérieur. L'État jusqu'à présent, il envoie tout le temps des techniciens, mais c'est la maladie qui a bloqué vraiment tous les projets. Voilà. Mais le projet est là pour toujours. Quant aux pêcheurs, ils campent sur leur position et demandent aux autorités étatiques de surseoir à ce projet. Le bloquer ne nous arrange pas, car en période de saison des pluies, nous sommes tout le temps confrontés à un problème lié d'amarrage de nos pirogues. Il ne nous reste que sur le pain de terre en vérité. Les inconvénients surpassent de loin les avantages. C'est pourquoi nous demandons le soutien de toutes les autorités de Mbour. Nous respectons la loi et respectons beaucoup le président de la République à qui nous demandons d'honorer les pêcheurs en mettant fin à ce projet. Les milliers de pirogues amarrées tout au long de la berge de Mbour mettent à nu le problème d'espace dans la zone maritime. Retour sur la conférence de presse de Pape Massata Tadja qui estime que le gouvernement du Sénégal doit porter plainte contre la justice française. Je rappelle que lors du procès à Paris, la justice française a accusé Lamine Diack, ancien président de l'I2AF, d'avoir financé la campagne de Macky Sall. Aux yeux de Pape Massata Tadja, il s'agit d'une grosse insulte à l'endroit du gouvernement sénégalais. Des propos recueillis par Boubacar Dia. C'est-à-dire la justice française, où vous êtes permis la justice française d'attaquer l'honorabilité de notre président de la République actuelle. Pour quelqu'un qui, vu son parcours politique, a eu à se battre, a créé son parti en 2008 contre toute l'adversité qu'il a, qui a fait 3 fois le tour du Sénégal, qui a fait campagne, qui s'est présenté aux élections, qui a gagné en bonne et due forme, on lui dit que vous avez été financé par de l'argent de la corruption. Je pense que la justice française est en train d'outrepasser les bornes. Ils insultent notre institution. Et pour un politique, Lamine Diack est un homme politique. Il s'affiche. Mais tout le monde sait qu'il est socialiste. Il était aux assises nationales avec ses collègues, général Mansour Seck, le général Keïta, Fally Loukan, ses amis d'enfance, Moustapha Agnès, tous ces gens-là. Alors on dit qu'il est en train de supporter un candidat libéral. C'est faux. Il raconte n'importe quoi. C'est encore des mensonges, des accusations mensongères et fallacieuses de la justice française et des approximations. Ils n'ont qu'à balayer sur leur propre terrain. Ils ont une des classes politiques les plus corrompues au monde. Ils n'ont pas de leçon à donner à des gens. Donc, je ne permettrai pas qu'ils parlent de que Lamine Diack a financé Macky Sall ou a financé. C'est une atteinte à l'honorabilité. Et je pense que l'État sénégalais doit même engager une procédure judiciaire contre l'État français ou contre ces juges qui font ces déclarations. Comment est-ce qu'on peut écrire ça alors que tu n'as aucune preuve dans une ordonnance de renvoi? Donne-nous yeb, hein? Ça suffit. Autre chose, le train express régional mis sous tension le 12 octobre prochain, selon le ministre des Transports Oumar Youm. Le TER va fonctionner à l'aide d'un courant alternatif et Oumar Youm annonce une livraison probable d'ici février 2021. L'invité de la matinale de ITV Tok Tok Sénégal est également revenu sur le budget global de l'infrastructure ferroviaire. Voyons tout cela avec Miguel Maramdjaï. La plupart des mesures de restriction sur les transports en commun sont levées depuis la semaine dernière. Les barrières dans les bus tombent, mais il n'y aura pas de laisser-aller, avertit le ministre des Transports terrestres. Les mesures, c'est l'arrêté qui est suffisamment contraignant pour obliger tant les exploitants de moyens de transport que les exploitants des gares à respecter le port du masque et les mesures qui sont imposées par le protocole sanitaire. Évidemment, le reste, c'est un problème de contrôle routier et je suis sûr que la police, la gendarmerie veilleront à ce que ces mesures soient respectées de manière stricte. Restons sur terre, c'est pour avoir les nouvelles du TER. Après plusieurs rendez-vous manqués, Maître Oumar Youm refuse d'avancer une nouvelle date, mais il apporte des précisions. Nous avons entamé les travaux qu'on peut appeler de la phase de la pré-exploitation. En principe, octobre, il y aura une mise sous tension du TER avec des essais dynamiques sur le terrain. En principe, d'ici décembre, tout ceci sera derrière nous. Le projet sera réceptionné. Une date de mise en circulation commerciale sera décidée par le président de la République. Le financement de cette infrastructure continue également d'alimenter les débats. Le ministre Maître Oumar Youm signe et persiste. Les deux phases réunies, c'est 1000 milliards. Pour la première phase, était d'environ 700 milliards de francs CFA. Ce budget, il est bouclé. Le TER est financé pour sa deuxième phase. Nous sommes en train de constituer le financement de la deuxième phase. En principe, ce financement de la deuxième phase sera autour de 200 milliards.
Mais nous attendons justement de pouvoir discuter avec les entreprises, les prêteurs et les bailleurs pour pouvoir fixer le montant. En attendant de voir le terre sur les rails, les Sénégalais souffrent à cause des inondations, parfois causées par les grands travaux de l'État dans certains quartiers. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement prend aussi les citoyens pour responsables. Octobre, novembre, décembre, janvier, normalement... Un mot sur la polémique autour du chef de l'opposition. Oumar Youm, en sa qualité de membre du secrétariat exécutif de l'APR, vote pour le candidat arrivé deuxième à la présidentielle de février dernier. Je vous propose de l'écouter. Qui doit être, c'est les partis politiques, dans le cadre de la commission politique, qui doivent décider de celui qui doit être le chef de l'opposition. Ce que je peux dire à titre personnel, c'est que le Sénégal est gouverné par un régime présidentiel, en principe qui a été déjà renforcé par la suppression du contrôle de l'Assemblée en termes de motion de censure sur le gouvernement, mais aussi la suppression de la possibilité offerte dans l'ancienne constitution au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qui fait que d'ailleurs, il n'y a plus de lien entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Ce qui fait que pour moi, dans un régime présidentiel, en principe, le chef de l'opposition doit être regardé sous l'angle du scrutin présidentiel et non sur l'angle du scrutin parlementaire. Mais le reste, ce qui est le plus important, ce n'est pas qu'il soit de l'opposition issue des élections présidentielles ou de l'opposition issue des élections parlementaires. Ce qui est le plus important, c'est que dans une démocratie, nous avons besoin d'une opposition forte, incarnée par un leadership qui permet d'assurer une alternance démocratique au pays, parce que la finalité de l'opposition, c'est d'accéder au pouvoir. Et une opposition crédible, une opposition responsable, qui fait des contributions, qui exerce le contrôle et qui fait des critiques au parti au pouvoir, au régime présidentiel, sans pour autant le faire, tout en le faisant dans le respect de la loi et des règles qui gouvernent notre République. La date du Grand Magal de Touba est connue le 6 octobre prochain. Le comité d'alerte et de prévention des maladies épidémiologiques dévoile sa stratégie de riposte durant l'événement. Ce comité composé de professeurs en médecine pour la plupart compte mettre les bouchées doubles pour 0 cas de Covid-19. Direction Touba, retrouvez nos correspondants Goran Aklo et Tchernofaï. À l'approche du Grand Magal de Touba qui sera célébré dans un contexte de pandémie du coronavirus, le comité d'alerte et de prévention FEC Fagaro dévoile son plan de riposte contre la Covid-19 à Touba. La mise en place de poubelles, là également, nous sommes entièrement rassurés. Après avoir visité la grande mosquée, après avoir passé à côté, on a vu évidemment que ces sacs à poubelles étaient disponibles dans des poubelles pour pouvoir recueillir les ordures et les traiter de la meilleure des manières. Également, au niveau des résidences, nous avons suggéré la limitation du nombre de personnes par chambre et encouragé le regroupement par famille. En sachant que c'est des familles souvent qui se déplacent pour venir dans les résidences. Si on les regroupe, cela peut aider à prévenir la transmission. La limitation des offres alimentaires. Également, le Magal est un moment de partage, surtout en termes de bernde, communément appelé les repas. Les repas partagés autour du bol, nous ne les encourageons pas, mais plutôt ce que nous voulons privilégier, c'est un dressage à l'assiette avec des desserts et couverts individualisés. Cela également peut contribuer à limiter la progression. Dans un autre ordre également d'idées, on pourrait conseiller le balisage du sens de la circulation, parce que c'est important. Un sens unique, pas de croisement entre les visiteurs, peut aider également à limiter la transmission. Un comité mis en place par les organisateurs du 18 Safar qui s'engage à faire un Magal sans Covid-19 selon le professeur Lamine Gueye. Nous allons pérenniser ce comité qui va prendre exclusivement les épidémies. Mais cette année, la Covid-19 est notre principale priorité. Mais de manière générale, gérer les problèmes de santé reste notre objectif majeur. Nous analyser tout le système, alerter. Une occasion saisie par le chargé de la communication du comité d'organisation du Grand Magal qui à son tour sensibilise davantage les fidèles à veiller au respect des mesures préventives. Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha jox na ki nga xam ne moo di président comité d'organisation bi di Serigne Bassirou
Le calife avait souhaité qu'on prépare le grand Magal et nous sommes sur cette voie. Et je ne cesse de rappeler les consignes du calife général des Mourides qui invite toujours les fidèles au respect des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires, raison pour laquelle chacun d'entre nous doit prendre ses responsabilités. Zéro cas de contamination à la Covid-19, objectif fixé par le comité d'alerte et de prévention FEC Akfagaru qui entend démarrer ses actions dans cette semaine du mois de Safar. Merci beaucoup, Gorana Kudlo. Le bulletin santé du jour. À présent, 997 tests effectués et 24 sont revenus positifs. 198 patients hospitalisés ont été déclarés guéris et aucun cas de décès n'a été enregistré. Controverse autour des résultats du baccalauréat 2020, mais l'enseignant-chercheur Dr Ibrahima Sakho loue les performances. Le formateur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar parle de l'encadrement rapproché ou encore de la réduction des effectifs. Et Sophia Bal a interrogé pour ITV. Au niveau des résultats, on peut dire que c'est un bac comme tous les autres bacs qui a eu à bénéficier de conditions favorables, en lien avec les effectifs réduits, le nombre d'élèves au niveau des établissements qui a été réduit au strict minimum, c'est-à-dire juste les candidats. Et puis avec un encadrement rapproché, des équipements en place, toilettes, eau courante, un engagement communautaire autour de l'école. Et c'est ça qui a été pour moi des facteurs favorisants pour des résultats que nous connaissons. Malgré la crise, il y a eu un engouement autour de l'école. Il y a eu aussi un engagement des élèves et des enseignants. Il y a eu aussi qu'en réalité, les cours avaient été arrêtés au mois de mars, mais en réalité, les élèves n'ont jamais décroché. Et avec l'enseignement à distance, il y a eu des initiatives locales qui avaient été prises pour que les élèves restent en contact avec les études. Donc il n'y a jamais eu de rupture comme ça se faisait avec les grèves. Je pense qu'il y a eu quand même quelques résultats probants au niveau de cette éducation à distance-là. Et ce que je recommande maintenant, c'est que tout cela, c'est des constats. Il faut des études pour confirmer un peu ces constats, capitaliser un peu les effets positifs de ça et tirer des leçons qu'il faudrait peut-être prendre en considération pour améliorer le système. Réforme de l'éducation, oui, c'est très possible, c'est intéressant parce qu'à chaque fois dans la marche d'un système, il faudrait évaluer, il faudrait voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais que ce ne soit pas des réformes pour réformer, que ce soit des réformes vraiment en contexte et en lien avec ce qu'on veut que ce soit. Et nous parlons dans ce journal de la lutte contre les inondations. Le gouverneur de Dakar, Al-Hassan Sall, a lancé l'opération Fendi. 67 camions hydrocureurs mobilisés pour les zones inondées. Et le gouverneur a également visité des sites de relogement de familles sinistrées à Kermassar et Djahaï. Compte rendu de cette visite à Damassar et Mustafa Maï. L'opération Fendi entre dans le cadre de l'exécution du plan Orsec. Au total, 7300 familles déclarées sinistrées seront prises en charge. Le gouverneur de Dakar a lancé l'opération. Nous sommes réunis pour procéder au lancement de l'opération Fendi. Fendi dans le cadre du plan Orsec. Alors il s'agit dans un premier temps de mobiliser des camions hydrocureurs que nous allons mettre à la disposition des départements, donc les préfets, les sous-préfets et les maires, pour que ces derniers puissent aider à soulager les populations et assurer également une certaine fluidité de la circulation. Pour les camions, actuellement, là vous avez derrière nous 67 camions qui, dès après ce lancement, vont prendre d'assaut les zones inondées. À Kermassar, comme à Djahaï, plus de 400 familles sont relogées, des lieux bien aménagés selon les sinistrés. Je pense que le plan OPSEC a été déclenché, ça fait déjà 3 ou 4 jours. On est déjà dedans, on n'a pas attendu les moyens. Je pense que le préfet, le sous-préfet, le gouverneur
nous envoie les moyens qu'il faut pour qu'on puisse faire vivre les familles. Sur ce côté-là, je pense qu'on n'a pas à attendre. Ils ont déclenché la situation. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez interroger les familles, ils mangent à leur faim. Ainsi, pour une solution définitive à cette problématique des inondations, le gouverneur de Dakar déconseille aux populations de retourner dans les zones inondables. Nous nous sommes rendus compte que les populations qui résident actuellement au niveau de Djakhaï, au niveau de Taoufer, et qui avaient libéré leurs habitations dans des zones inondables, des départements de Pikine et de Guédiawaye, nous nous sommes rendus compte qu'il y en a qui retournent sur les sites pour même tenter de vendre les parcelles en question. Au total, 67 camions hydrocureurs sont mobilisés dans cette opération dénommée Fendi. Les autorités espèrent d'ici 10 à 15 jours soulager les populations de Dakar. Merci Adam Assar. Sécher le boulot à cause de la pluie, certains le font, d'autres annulent des rendez-vous importants ou pas. L'un comme l'autre, la pluie tombe avec son lot de désagréments. Mais est-ce une raison suffisante pour décréter journée morte? C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Aïssa Toudjak sur des images de Souleymane Meng. La pluie annule presque tous les rendez-vous de la plupart des Sénégalais. Ce monsieur déplore cette habitude qui est loin d'être productive à ses yeux. La pluie ne peut pas empêcher aux personnes d'aller vaquer à leur occupation. Pour moi, c'est ça. Hein? Alors, s'il y a ces genres de cas-là, ça m'inquiète. Car de mon côté, moi, si j'ai quelque chose à aller régler dans la journée, j'y vais sans hésiter. Pour moi, c'est catastrophique, car chaque fois, ils sont obligés d'arrêter leur travail ou de ne pas aller vaquer à leurs occupations. Pour moi, c'est un peu catastrophique. Surtout... Ce vendeur de café soutient qu'annuler son programme à cause de la pluie ne tient pas la route. C'est de la paresse. La pluie ne doit pas empêcher aux gens de faire quoi que ce soit. Moi, en tout cas, la pluie ne m'empêche pas de travailler. Quand je me suis levé ce matin, je savais bel et bien qu'il allait pleuvoir. Mais je ne peux pas attendre que la pluie cesse pour aller au travail. Ce n'est qu'au Sénégal que la météo freine l'activité des populations. Ce n'est qu'au Sénégal que les gens restent à la maison quand il pleut, mais dans les autres pays du monde, ce n'est pas le cas. Parce que là-bas, il peut pleuvoir pendant 9 mois. Les personnes qui ont leur propre boulot, c'est-à-dire les entrepreneurs, eux, ils ne fonctionnent pas ainsi. D'après nos interlocuteurs, la pluie ne doit pas être un prétexte pour annuler tous les programmes. Et Pape Malik Diop est quand même venu travailler malgré la pluie. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir Adam. Et c'est parti pour les sports. Pour les sports football, pour démarrer en Europe, les Sénégalais se sont illustrés et largement encore une fois. Un week-end de buts pour les Lions de la Teranga. Tout à fait doublé donc pour Sadio Mané et Ibrahima Niane. Le premier a ouvert son compteur but et permet à Liverpool bien sûr de l'emporter face à un concurrent direct, à savoir Chelsea. Et le second offre la première victoire de la saison pour son équipe, à savoir Metz face à Reims. En Angleterre, Cheikhou Kouyaté a impressionné face à Manchester United après la victoire bien sûr 3-1. Et la seule fausse note pour les Sénégalais, c'est bien sûr la blessure d'Idrissa Gana Gueye lors de la rencontre Paris Saint-Germain Nice. Le tout, c'est avec Cheikh Diop. L'actualité européenne des Lions nous mène d'abord en France où Idrissa Gana Gueye enchaîne avec le PSG. Les champions de France sont allés s'imposer à l'Alliance Riviera face à Nice 3-0. Mais la mauvaise nouvelle reste pour le moment la sortie sur blessure d'Idrissa Gana Gueye en première période, même si son entraîneur parle d'une petite blessure. De l'autre côté, Ibrahima Niane a offert la première victoire de la saison à son équipe en inscrivant un doublé. C'était face à Reims de Boulaïdia qui a d'ailleurs marqué le but rémois. Sada Thioub, lui, est moins heureux que son compatriote. Les Angevins
ont été largement battus par Montpellier 4-1 et l'attaquant sénégalais est entré en cours de jeu. Dijon, avec Alfred Gomis dans les buts, s'est également incliné devant Strasbourg 1-0. En Ligue 2, Grenoble a reçu et battu Ajaccio 2-0 avec notamment un but de Moussa Djité. Guingamp est allé battre Pau et le seul but de la rencontre est marqué par Yannick Arthur Gomis. Nancy avec Salou Ciss est allé s'imposer au Paris FC 2-0. Angleterre, Sadio Mané ouvre son compteur de but avec Liverpool cette saison. Lors du choc de ce week-end face à Chelsea, l'international a mis le doublé qui a permis à Liverpool de l'emporter 2-0 face à un concurrent direct. Toujours en Premier League, Cheikh Kouyaté et Crystal Palace ont fait l'exploit d'aller battre Man United à Old Trafford 3-1 et Kouyaté, installé dans l'axe depuis le début de la saison, a été impérial. Nous quittons l'Angleterre pour l'Italie. Longtemps au cœur du mercato estival, Kalidou Koulibaly a finalement décidé de rester à Naples et lors de sa première sortie, il est allé avec le Napoli s'imposer sur la pelouse de Parme 2-0. De l'Italie, nous nous rendons en Belgique où l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, Papa Makhtar Gueye, a marqué son deuxième but de la saison. C'était lors de la victoire d'Ostende face à l'OLH 3-1 que le Bruges a étrié Jules Warengen 6-0. Crépin Diatta était titulaire et Youssouf Badji est entré en cours de jeu. Au Portugal, l'FC Porto s'est imposé 3-1 devant Braga. Amadou Loum Ndiaye est entré en seconde période. Et pour terminer en Turquie, Galatasaray a battu le champion en titre Istanbul Basaksehir 2-0 avec Dembaba titulaire en pointe. Mbaye Diagne est entré en cours de jeu. Gaziantep avec Papi Mizon Djilobodji a concédé le nul 2-2 face à Fatih Karagümrük. Chadjopé, en parlant du match Chelsea-Liverpool, malgré la bourde du portier Kepa, Franck Lampard, son entraîneur, le soutient toujours. Tout à fait, un choc de Première Ligue qui n'aura pas donc tenu, puisque à égalité avant la pause et avec l'expulsion d'Andrea Christensen, les Blues tentaient tant bien que mal de revenir bien sûr au score, mais c'était sans compter sur la boulette de Kepa Arrizabalaga et coupable d'une grossière erreur sur le deuxième but. Donc Kepa inquiète de plus en plus celui qui a été vivement critiqué la saison dernière. Et après cette boulette, le coach des pensionnaires de Stamford Bridge a continué à soutenir l'Espagnol. C'était une erreur évidente qui nous a coûté très cher. Ces détails changent le jeu à ce niveau de la compétition. Nous continuons de travailler et Kepa aussi doit continuer de travailler. Il doit avoir du soutien autour de lui, c'est très clair, et en particulier venant de moi. A ainsi donc laissé l'entraîneur de Chelsea, à savoir Franck Lampard. Une chose est sûre, on a hâte de voir le duel Mendy-Kepa. Mercato à présent, Luis Suarez du FC Barcelone, annoncé à la Juve, est très proche de signer à l'Atlético Madrid. Tout à fait, à 33 ans et après 6 saisons passées au FC Barcelone, Luis Suarez va quitter la Catalogne. Ces dernières heures, tout s'est accéléré pour El Pistolero. Il s'est finalement entendu avec les Blaugrana pour être libéré de son contrat et s'est mis donc d'accord avec l'Atlético Madrid. D'ailleurs, Marca a dévoilé les dessus financiers de l'opération. Ainsi, Luis Suarez signerait un contrat de 2 ans avec les Colchoneros et toucherait environ 9 millions d'euros par saison dans la capitale espagnole. Et pendant ce temps, Pama dit qu'il y a un autre joueur qui est en train de frapper à la porte du Real Madrid et il s'agit de Cavani. Il faut croire que le clan Cavani s'active sérieusement pour trouver un club à ce cher Edinson. Âgé de 33 ans, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain n'arrive toujours pas à trouver l'endroit où rebondir après bien sûr son départ de la capitale française, libre de tout contrat bien sûr. Pourtant, les pistes ne manquent pas pour El Matador. Boca Juniors, Sao Paulo, Grêmio, l'Atlético Madrid, la Juve, la Roma ou plus récemment Benfica. Cavani a l'avantage d'être libre, mais ses exigences salariales ont toujours été un frein pour ses prétendants. Marca révèle que le buteur uruguayen a cette fois-ci été proposé au Real Madrid, toujours orphelin d'un serial buteur depuis le départ de la Juve de Cristiano Ronaldo bien sûr. Le club merengue de Karim Benzema, bien sûr, n'a que ce numéro 9 français. Le nom d'Edinson Cavani aurait ainsi été proposé au Real Madrid. Bien sûr, le dernier mot revient au club de la Maison Blanche. Mercato, toujours Jesse Lingard à Tottenham, interrogation ou pas?
Tout à fait, un réveil en fanfare plutôt calme en début de période des transferts. Tottenham a passé la seconde pour son mercato. Deux grosses recrues déjà officialisées en quelques heures ce samedi avec les arrivées à noter de Gareth Bale et de Sergio Reguilón, et on peut presque parler d'été réussi, mais les Spurs ne comptent pas s'arrêter là. Ainsi, le Daily Star évoque un intérêt de l'équipe de José Mourinho pour Jesse Lingard, un peu vu pour la saison dernière avec un unique but en Première Ligue à l'occasion de ses 22 apparitions avec les Red Devils à 27 ans. Son temps à Manchester pourrait être révolu et une nouvelle aventure à Tottenham pourrait bientôt se présenter, alors que les Spurs voudraient activer le signer bien sûr contre un chèque de 33 millions d'euros. Et pour terminer maintenant, Ivan Rakitic prend sa retraite internationale. Tout à fait, pour lui c'est bel et bien terminé. Parti cet été du FC Barcelone pour le FC Séville, Ivan Rakitic, 32 ans, arrive en tournant de sa carrière. Le milieu de terrain passé aussi par Bâle et Schalke 04 vient d'annoncer une nouvelle importante après 106 caps avec la Croatie, dont 15 buts et 16 ans donc passés avec les Vatrini comme on les appelle. Il a décidé de prendre sa retraite internationale, un choix qui se comprend avec un statut bien plus en retrait au sein de l'équipe nationale depuis quelques mois. Sa dernière cape remonte à un match nul contre le Pays de Galles, un but partout, un certain 13 octobre 2019. Adam Anouchkaba. Nous prenons congé également. Tout à fait. Merci pas mal pour toutes ces actualités des sports. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de la Total, bloc d'information avec Khalifa Djarate. Bonsoir à tous.